Alors, c'est bien de regarder au niveau national, c'est bien de comparer avec, par exemple, des voisins. Et du coup, avec cette curiosité, on s'est dit, mais finalement, il serait peut-être aussi important de regarder au niveau départemental. Parce que on peut imaginer que de la même façon qu'on n'a pas du tout les mêmes profils d'un pays à l'autre, on n'aurait pas du tout les mêmes profils d'un département à l'autre. C'est ce qu'on a fait avec ses collègues data scientists. Et on a dégagé véritablement 3 profils. Donc ça, on a eu raison. Donc notre hypothèse de dire régionalement, on va avoir un profil différent à payer et à payer, et c'est très très important de le partager parce que bien ça veut dire une prise en charge différente d'une région à l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe 3 profils. Le profil encadré en vert, où on voit un pic qui augmente, hein, donc un pic épidémique, un peu celui qu'on a vu en France, donc effectivement en mars-avril, et puis le fait que ça redescend, même si ça a tendance à réaugmenter, on ne sait pas exactement ce que ça vaut, cette réaugmentation, elle est variable d'un endroit à l'autre. Par exemple en Haut-Rhin, il n'y a aucune augmentation. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le Haut-Rhin par rapport aux courbes de Côte d'Or, c'est qu'on est à 30 morts jour. C'est-à-dire que là, alors qu'au Côte d'Or, on était à 7-8 morts jour. Donc, on voit que selon l'impact dans l'Aisne, on était à peu près 8 morts jour au sommet du pic épidémique. Donc, on voit que selon vraiment l'impact que l'épidémie a eu dans les départements, lorsqu'il a sévi en plein, on a un calme très rassurant, et c'est ce que j'appelle ce profil à faible risque. Le deuxième profil, c'est celui orange, qui est un profil à risque modéré. Et il advient dans des régions où finalement il y a par exemple une forte démographie, par exemple dans une intensité démographique importante comme dans les Alpes-Maritimes, mais il a peu circulé. Et pourquoi il a peu circulé? En fait, tout ça, c'est du fait du confinement. Et que ce soit ce pic-là ou ce pic-là, on l'explique par le confinement. C'est-à-dire que le confinement, lorsqu'il y avait beaucoup de patients et qu'il y avait véritablement un espèce de foyer de contagion, eh bien, ça partait en flèche. Et quand il n'y en avait pas beaucoup, pour le coup, ça bloquait tout, comme on a vu dans les Alpes-Maritimes. Mais ça bloque tout, ça met un été noir qui fait que tôt ou tard, ça risque de repartir. Alors, les Alpes-Maritimes, c'est carrément un profil que j'en appelle rouge, parce qu'on pense qu'il est à risque élevé, parce qu'effectivement, il repart avec une dynamique très verticale. Alors que dans des régions comme le Rhône, on peut penser que comme il a déjà pas mal circulé avant, on est à un risque modéré. Par exemple, dans le Var aussi, on est, à mon avis, avec un risque modéré. Alors, on voit bien aussi de ces courbes qu'il faut les actualiser régulièrement. C'est-à-dire que, et on a des logiciels qui nous permettent de les réactualiser, donc ça va être formidable. On a besoin d'un petit peu de temps, un peu plus de temps pour confirmer ces profils et cette division pour voir si elle est véritablement pertinente. Donc, je vous livre là des résultats très préliminaires. Cependant, vous voyez ce qui se passe par exemple dans le Vaucluse. Eh bien, moi, je pense que c'est très important de signaler au Vaucluse, à l'Isère, à la Haute-Savoie, dans une moindre mesure en Bouches-du-Rhône, dans la Loire et dans la Seine-Maritime, le fait que nous considérons que comme le virus a peu circulé, très très peu en mars-avril, il circule très largement sur une population naïve qui n'a jamais rencontré le Covid. Et donc, on se retrouve dans une configuration où cette rencontre entre le virus et l'humain est très forte, en fait. Quand plus le virus circule, on a vraiment cette impression, hein, tu vois, au Rhin, plus le virus a circulé, plus il y a une espèce d'accoutumance. Alors, est-ce que c'est l'immunité collective dont on a beaucoup parlé? Est-ce que c'est le fait que le virus mute et devient moins méchant? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à chaque fois, et ça on le sait depuis longtemps, quand quelqu'un dans une famille a un virus, ceux qui l'ont par la suite ont en général des formes plus modérées, en général. Avec toutes les exceptions que ça représente toujours. Voilà, et là, aujourd'hui, c'est quand même des décès qui sont attribués au Covid. Donc, est-ce qu'il y a une probabilité que ça peut être requalifié après Voilà, ça, on sait que déjà depuis début 2019, début 2020, on a un défaut de morts de grippe. On parle de 75 morts par la grippe, au minimum 15 000 morts. Il y a 15 000 morts par la grippe qui font défaut. Alors, est-ce qu'ils ont été étiquetés à tort Covid? C'est fort probable. Le problème, c'est que démêler la grippe du Covid, c'est très compliqué. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne parle plus de Covid. Déjà, j'aime pas cette espèce d'appellation entre le et la Covid. En plus, je trouve que
ce terme est bizarre par rapport au terme qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc, je parle plus volontiers de grippe chinoise. Voilà, donc la grippe chinoise, en l'occurrence, comment la distinguer de la grippe? On sait que ces tests génétiques PCR, dans les conditions dans lesquelles on l'utilise, ne permettent pas d'avoir la granularité de nous permettre véritablement d'être certains qu'ils n'ont pas la grippe, par exemple, hein, la grippe influenza. On ne peut pas en être certain. Donc du coup, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'avais entre guillemets milité pour que l'appellation grippe soit générique et permette aux généralistes comme aux médecins hospitaliers d'avoir une prise en charge beaucoup plus adaptée, me semble-t-il, que simplement étiqueter Covid et peut-être partir sur une mauvaise prise en charge. Je pense à un exemple d'une pneumonie interstitielle qui a été mal étiquetée, qui a été étiquetée Covid et qui aurait dû être traité au Bactrim mais qui n'a pas été traité parce que voilà, les médecins sont omnubilés par le mot Covid et donc perdent en sagacité de leur capacité diagnostique habituelle. Donc, c'est toujours dangereux l'omnifocalisation. D'accord, très intéressant cette étude, parce que ça, on ne voit pas ça souvent. Voilà, exactement. Et puis, donc, dernier aspect pour pas retenir trop longtemps les gens, eh bien, ce partage qui nous a finalement, quand on a vu typiquement ce qui se passait dans le Haut-Rhin et aussi à Paris, hein, c'est-à-dire qu'à Paris, typiquement, il a beaucoup circulé. Alors, à Paris, par rapport au Haut-Rhin, ça a l'air de remonter un tout petit peu, mais ce qu'il faut voir, c'est que Paris, c'est quand même un lieu de passage très important. Donc, là-dedans, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas du passage extérieur donc ça c'est une hypothèse. L'autre hypothèse est qu'il y a une petite augmentation typiquement de saisonnalité qui fait qu'en général, au moment de l'automne et de l'hiver, effectivement, il y a un nombre de décès qui chaque année augmente. Hein, on le revoit, 2019. Ça ne fait pas exception. 2018, ça ne fait pas exception. 2017, ça ne fait pas exception. Donc, et en Allemagne, pareil, d'une année sur l'autre, 2017, 2018. Alors, en 2019, eux, ils n'ont pas souffert de la grippe, ni en 2020. Mais voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'attendu. Donc, tout ça pour dire que avec ce profil, que ce soit vert, de profil à faible risque, on a réfléchi, on s'est dit, mais c'est amusant parce que ça nous fait penser à ce qui se passe en Suède. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Suède? On n'a pas confiné, on n'a pas donné de consigne de masque obligatoire dans le grand public, et on a eu exactement la courbe qu'on souhaite avoir partout. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un pic épidémique, comme à chaque fois qu'il a été dans les pays européens, il a circulé en pic. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ont confiné. Les seuls qui ont ce profil, c'est les Suédois. Or, c'est les seuls qui n'ont pas confiné. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, quand le virus circule librement, que les gens circulent librement, il y a une aération, les gens sortent et donc se contaminent plus difficilement les voisins immédiats et donc ça étale dans le temps. Ça veut dire qu'ils ont eu des décès, une surmortalité plus longtemps, mais que du coup, aujourd'hui, on est à une absence totale de surmortalité. Et ça, c'est quand même le profil qu'on souhaiterait avoir, hein, c'est qu'on soit débarrassé du Covid et une façon claire d'y arriver, c'est de laisser la libre circulation, puisque maintenant, on a la démonstration. Avant, on n'avait pas. Donc, on pouvait faire des tas c'était des conflits entre titans d'experts à coup de modélisation, de projection dans le temps. Maintenant, on a quand même ce recul et du coup, on peut quand même raisonnablement prendre en charge le Covid d'une façon intelligente, construite. Je ne dis pas que la façon, quand je dis le mot qualificatif intelligence, ce n'est pas un jugement de valeur sur quoi que ce soit, mais c'est une approche corrélée à la réalité et pas corrélée à des projections. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Juste une question, si jamais tu peux revenir sur la page d'avant, sur tes modélisations, ce qui veut dire que si jamais on regarde département par département, on pourrait se dire qu'à partir de ces indicateurs, on pourrait avoir des politiques différenciées d'un département à l'autre. Ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, c'est pour ça qu'on discute ensemble, c'est parce qu'il me semble vraiment important que que les directeurs d'hôpitaux et du coup les chefs de service discutent de cela, voient comment ils sont, à quel niveau ils sont dans leur région. Ce serait une décentralisation de la gestion, on va dire, de l'épidémie basée sur des critères qui sont locaux et
Et c'est encore une fois ce qu'on a vu dans les différents pays. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le profil américain, où on a bien vu que le Covid sévissait, partait en flèche dans certains États et pas dans d'autres, et qu'il y avait une espèce de séquentialité dans le fait que le virus circule dans certains endroits. Et cette séquentialité, elle est due à quoi? Elle n'est pas due à la région limitrophe. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un foyer dans un endroit et puis alors ça s'étend en taches d'huile de façon concentrique. Non, c'est pas du tout ça qu'on a vu. C'est plutôt, on a quand même l'impression qu'il y a besoin d'une intensité démographique pour que là, le virus, enfin l'épidémie, sévisse plus largement. D'accord. Et puis le froid, hein, très clairement, le froid qui fait que, comme on dit toujours, et donc d'une certaine façon, tout ce qui s'est passé, parce qu'on disait, mais non, on peut pas parler de saisonnalité. Moi, je dis depuis le début qu'on ne peut pas parler de saisonnalité, on peut parler de température. La température et la quantité d'oxygène sont des paramètres qui influent directement sur la réplication du virus. Et donc, on a bien vu que cet été, il n'y avait pas lieu de toutes ces mesures et de tout ce stress, alors même que, quels que soient les pays, cet été, il s'est vraiment véritablement rien passé. Hein. Okay. À part une petite surchauffe caniculaire, voilà, qui cause des externalités. Voilà. Ben Alexandra, merci beaucoup pour ces explications. C'est rare de voir ça. Et bien, écoute, quand tu as les informations mises à jour, si tu veux revenir nous les montrer, je pense que ce sera de grand intérêt pour tout le monde. Et je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler de cela aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Merci Xavier.